La jument de Nathan Cross fut la première à s'agiter. Il chevauchait sur un sentier étroit entre des falaises rouges, revenant du lointain ranch des McGregor, où il avait passé 3 jours à réparer des enclos après une tempête de printemps. Dans sa sacoche de sel, les dollars qu'il avait gagnés cliquetaient, le clapotait dans sa gourde, et il ne pensait qu'au dîner chaud qu'il attendait à l'unique auberge de Dostan Point. Un retour à la maison ordinaire, comme il en avait connu d'innombrables en 32 ans d'existence. Mais la jument se mit soudain à hennir, secoua la tête et s'arrêta net, ses sabots ancrés dans le sol pierreux. « Doucement, Bess !» dit doucement Nathan en lui tapotant l'enclume. « Qu'y a-t-il » La jument renâcla et recula. Nathan tendit l'oreille. Le vent soufflait entre les rochers, un oiseau criait au loin, et il y avait un autre son, faible, à peine perceptible. Un grattement, un bruissement. Il ne pouvait l'identifier, mais quelque chose dans ce bruit le mit sur ses gardes. Nathan mit pied à terre, attacha Bess à un buisson sec et sortit son colt de son étui. Non pas qu'il s'attendît à des ennuis, mais sur la frontière. On ne sait jamais ce qui vous attend au détour d'un chemin. Il fit quelques pas, contourna un rocher de la taille d'une petite maison et se figea. Au milieu d'un petit ravin, près d'un poteau solitaire, vestige d'un ancien panneau indicateur sur une route abandonnée, se tenait une femme. Non, elle ne se tenait pas. Elle était attachée. Nathan cligna des yeux, incrédule. Les mains de la femme étaient attachées dans son dos, solidement liées au poteau par une corde rugueuse. Ses jambes étaient également ligotées. Sa tête était baissée, de longs cheveux noirs masquant son visage. Sa tenue, une simple robe de cuir à franges, comme étaient emportées chez les femmes de la tribu Sioux, était déchirée à l'épaule, et des écorchures étaient visibles sur ses poignets. Nathan balaya les environs du regard. Personne. Aucune trace de lutte, aucun cheval à proximité. Juste cette femme, attachée à un poteau au milieu de nulle part, comme si on l'avait laissée là pour mourir. Il s'approcha, essayant de ne pas faire de bruit. Le col toujours à la main, la prudence dans le Far West n'était pas un luxe, mais un moyen de vivre vieux. « Hé !» aplatit la voix basse. « Vous m'entendez » La femme ne bougea pas. Nathan fit un pas de plus, et sa tête se releva brusquement. Ses cheveux tombèrent sur le côté, dévoilant son visage. Ses yeux, sombres, presque noirs, emplis à la fois de fureur et de peur. Les lèvres pincées, le menton relevé. Elle le regardait comme s'il n'était pas un sauveur, mais un ennemi de plus. Nathan s'arrêta. « Je ne vous ferai aucun mal, » dit-il lentement, montrant la paume de sa main. « Je vais vous détacher. » Elle ne répondit pas. Elle continuait seulement de le fixer, un regard qui aurait pu percer une porte en fer. Nathan comprit. Elle n'avait pas seulement peur. Elle le haïssait. Elle le haïssait parce qu'il était blanc, parce qu'il était là, parce qu'elle se trouvait impuissante face à lui. Il rangea son colt, sortit un couteau pliant de sa poche et s'approcha du poteau. La corde y était épaisse, nouée si serrée qu'elle s'enfonçait dans la peau. Quiconque avait fait ça voulait s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas. Nathan commença à couper. La femme resta immobile, mais il sentait la tension de son corps, chaque muscle prêt à bondir. Si ses mains avaient été libres, elle l'aurait déjà attaqué. Il en était certain. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il tout en travaillant avec le couteau. La corde cédait lentement. « Des Blancs ou les vôtres ?» Silence. Nathan n'insista pas. Il trancha la dernière boucle au poignet, et la femme se projeta en avant, manquant de tomber. Il tendit instinctivement la main pour la soutenir, mais elle recula vivement, comme si son contact l'avait brûlée. « Ne me touche pas », siffla-t-elle. Sa voix était rauque, avec un accent, mais les mots étaient clairs. Elle parlait anglais. Nathan leva les mains, reculant d'un pas. « D'accord, je ne te toucherai pas. »
Il s'accroupit et commença à couper les cordes à ses pieds. Elle se tenait immobile, mais il voyait ses mains trembler, non de peur, mais de rage, ou d'épuisement, peut-être les deux. Quand la dernière corde tomba, la femme fit un pas en arrière, massant ses poignets. Son regard ne quittait pas Nathan. Elle l'évaluait, cherchait-il une arme? Était-il rapide? Pouvait-on lui faire confiance? Il le lisait dans ses yeux. « Depuis combien de temps es-tu ici » demanda Nathan en se relevant lentement. Elle ne répondit pas, se contentant de serrer la mâchoire. « J'ai de l'eau, continua-t-il en désignant d'un signe de tête la direction où se trouvait Bess, et de la nourriture. Je peux t'emmener à Dustin Point, il y a un médecin là-bas. Je n'irai pas avec toi dans ta ville, trancha-t-elle. Sa voix sonnait comme le choc de deux pierres. Nathan soupira, il comprenait. Indiens et Blancs ne s'entendaient pas sur ces terres. Trop de sang avait coulé, trop de rancœur et de trahison. Dustin Point, comme la plupart des villes de la frontière, n'était pas un lieu accueillant pour son peuple. « Alors, dis-moi où tu dois aller, » dit-il calmement. « Je t'y conduirai. » Elle eut un ricanement bref et mauvais. « Pourquoi ? Tu es un homme blanc. Vous n'aidez pas les gens comme moi. Vous tuez. » Les mots furent comme une gifle. Nathan serra les poings, mais se contint. Elle avait raison. Sur bien des points. Il avait vu ce que ses semblables faisaient. Le massacre de Wounded Knee, les villages incendiés, les traités bafoués. Il n'y avait pas participé, mais sa peau blanche faisait de lui un complice à ses yeux. « Peut-être, » dit-il doucement, « mais je ne suis pas comme eux. » Elle le dévisagea longuement, d'un regard scrutateur. Puis, elle se détourna, contemplant les falaises. « On m'a banni, » dit-elle soudain. Sa voix s'était faite plus basse, mais la douleur y était perceptible. « De ma tribu. Ma faute a été de faire confiance à un marchand blanc. Il m'a promis des médicaments pour les enfants malades du village. Je l'ai mené à notre camp. Il a volé le talisman sacré du chef et a disparu. Le conseil a décidé que j'avais trahi la tribu. Ils m'ont attaché et laissé ici pour que je meure. » Nathan garda le silence. Que pouvait-on dire? Des excuses auraient sonné creux. Des consolations, fausses. « Qui a commandé à tout cela? Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la place. Elle se retourna. Une lueur de surprise traversa ses yeux. Elle ne s'attendait apparemment pas à ce qu'il le lui demande. « Talagé Nathan Cross » se présenta-t-il en hochant légèrement la tête. « Écoute, Tala, je comprends que tu ne me fasses pas confiance. À ta place, je ne me fierai pas non plus. Mais si tu restes ici, tu vas mourir. Les coyotes, les serpents, la chaleur. Choisis. J'ai une petite ferme à 10 miles d'ici. Il y a de l'eau, de la nourriture, un toit. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu décides quoi faire. Je ne te toucherai pas. » Tala le regarda comme si elle essayait de lire dans ses pensées. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. « Pourquoi t'encombrer d'une indienne qui ne peut que t'attirer des ennuis ?» Nathan haussa les épaules. « Parce que c'est là la chose à faire. Je n'ai pas besoin d'autre raison. » Elle resta longtemps silencieuse, puis elle hocha lentement la tête. « J'irai, mais cela ne veut pas dire que je te fais confiance, homme blanc. C'est juste, convint Nathan. » Il amena Bess, sortit sa gourde et la tendit à Tala. Elle la prit avec précaution, comme si elle s'attendait à un piège, et but plusieurs gorgées à vide. La tchou coulait sur son menton, mais elle n'en avait cure. Nathan voyait à quel point ses lèvres étaient engercées, ses joues creusées. Elle avait passé plus d'une journée ici, peut-être 2. « Tu peux monter » demanda-t-il quand elle lui rendit la gourde. Tala acquiesça. Nathan se mit en selle et lui tendit la main. Elle ne la prit pas. À la place, elle s'agrippa à la selle et se hissa d'elle-même, s'installant derrière lui. Ses mains n'entourèrent pas sa taille. Elle se tenait au rebord de la selle, s'efforçant de ne pas le toucher. Nathan fit avancer Bess
et ils prirent le sentier. Le silence entre eux était pesant, mais il n'essaya pas de le briser. Tala était assise derrière lui, telle une statue, tendue, méfiante. Il sentait sa défiance comme si elle était palpable. La ferme de Nathan Cross était nichée dans une petite vallée entourée de collines. Une petite maison en rondin, une grange, un enclos pour les chevaux et quelques poules qui picoraient dans la cour. Rien d'exceptionnel, mais c'était sa maison. Le seul endroit où il pouvait se dire chez lui. Ils s'arrêtèrent devant le porche. Nathan mit pied à terre et tendit de nouveau la main à Tala. Cette fois, elle n'ignora pas son geste. Elle sauta simplement à terre, atterrissant sur ses pieds, avec une grâce féline. « Entre !» dit-il en ouvrant la porte. L'intérieur était simple. Une table, 2 bancs, un poêle dans un coin, et une étagère avec des conserves et des sacs de farine. Dans un autre coin, une couchette recouverte d'une couverture usée, une fenêtre avec un rideau délavé. Tout était propre, mais sans chaleur. Un logis de célibataire. Tala s'arrêta sur le seuil, examinant la pièce. Nathan la vit étudier chaque recoin, chaque détail, cherchant un danger, des issues de secours, quelque chose qui pourrait la menacer. « Installe-toi », dit-il en retirant son chapeau et en l'accrochant à un clou. « Je vais allumer le feu, préparer quelque chose. » Tala ne bougea pas. « Où vais-je dormir ?» demanda-t-elle. Nathan désigna la couchette. « Là, moi je serai dans la grange. » Elle haussa un sourcil, manifestement surprise. « C'est ta maison. »« Je sais, » répondit-il, « mais tu es mon invité. Et tu as besoin de te sentir en sécurité. » Tala le fixa longuement, comme pour déceler un piège, mais son visage était calme, sans aucune malice. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Nathan alluma le feu dans le poêle, sortit une poêle et commença à préparer des œufs au bacon. Tala s'assit sur un banc près de la table, observant ses gestes. Elle ne se détendait pas, le dos droit, les mains sur les genoux, prête à bondir et à fuir à tout moment. Ils mangèrent en silence. Nathan ne se pressa pas d'engager la conversation. Il savait que la confiance ne se gagnait pas avec des mots. Elle se gagnait avec du temps et des actes. Quand le repas fut terminé, Tala s'adossa au banc. Pour la première fois de la soirée, ses épaules se relâchèrent légèrement. « Merci », dit-elle à la voix basse. Nathan hocha la tête. « De rien. » Il se leva, rangea la vaisselle et se dirigea vers la porte. « Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans la grange. » Ne verrouille pas la porte, on ne sait jamais. Tala le regarda, et une lueur indéfinissable traversa ses yeux. De la surprise, de la gratitude, ou toujours de la méfiance. « Pourquoi agis-tu ainsi avec moi ?» demanda-t-elle. « Je t'ai dit que je ne te faisais pas confiance. » Nathan s'arrêta sur le seuil, tournant la tête. « Je sais, mais c'est ton droit. La confiance ne se réclame pas, elle se mérite. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. L'air nocturne était frais, et les étoiles brillaient intensément. Nathan se dirigea vers la grange, s'installa sur une botte de foin et ferma les yeux. Dans la maison, derrière les minces murs, Tala était assise sur la couchette, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle fixait la porte derrière laquelle le cow-boy blanc qui lui avait sauvé la vie avait disparu. Dans sa poitrine, 2 sentiments s'affrontaient. La méfiance, ancrée dans son sang par des années de trahison et de violence de la part des Blancs, et autre chose. Quelque chose d'incompréhensible et d'effrayant. Peut-être était-ce de l'espoir. L'espoir que tous les Blancs n'étaient pas les mêmes. Que cet homme, Nathan Cross, pouvait être différent. Mais l'espoir est une chose dangereuse, surtout pour ceux qui ont déjà été trahis. Tala fut réveillée par le bruit d'une hache. Elle ouvrit les yeux et mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Le plafond en rondin brut, l'odeur du bois et des cendres froides du poêle, la douceur de la couverture sous son dos.
Tout cela lui était étranger. Puis les souvenirs revinrent. Le poteau, les cordes. Le cow-boy aux yeux gris qu'il avait détaché et amené ici. Elle s'assit sur la couchette, prêtant l'oreille. Dehors, des coups sourds et réguliers retentissaient. Quelqu'un fendait du bois. Nathan. Il n'était pas parti, ne l'avait pas abandonné, n'avait rien fait de ce qu'elle avait craint pendant la nuit, alors qu'elle gisait, sans sommeil, à l'affût du moindre bruit. Tala se leva, ajusta sa robe et s'approcha de la fenêtre. À travers la vitre couverte d'une fine couche de rosée matinale, elle le vit. Il se tenait près de la grange, les jambes écartées, abattant sa hache sur une bûche. Sa chemise était tendue sur son dos, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses mouvements étaient et précis, sans hâte. Bûche après bûche se fendait en deux. Elle l'observa, sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que depuis des jours, depuis qu'on l'avait ligotée et laissée pour morte, c'était le premier moment où elle pouvait simplement regarder, sans avoir peur, sans penser à ce qui allait suivre, sans se préparer à fuir ou à se battre. Nathan s'arrêta, essuya la sueur de son front avec sa manche et leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Il ne sourit pas, ne fit pas de signe de la main, il se contenta d'un bref hochement de tête. Tala s'éloigna de la fenêtre, comme si on l'avait surprise à faire quelque chose de honteux. Elle regarda autour d'elle. Dans un coin se trouvait une cruche d'eau et une bassine en métal. Elle se lava le visage à l'eau froide, rassembla ses cheveux en une simple queue de cheval et sortit sur le porche. L'air était frais, avec cette fraîcheur matinale qui allait bientôt disparaître. Les poules s'affairaient près de l'enclos. Bess mâchait paisiblement son foin dans son box. Nathan empila la dernière brassée de bois et se retourna. « Bonjour, dit-il. Bien dormi ?»« Bien, répondit Tala. C'était la vérité. Malgré toutes ses craintes, son corps, épuisé par 2 jours sans eau ni nourriture, avait pris le dessus. Elle avait dormi d'un sommeil si profond qu'elle n'en avait pas connu de tel depuis longtemps. « Je vais préparer le petit déjeuner », dit Nathan en se dirigeant vers la maison. « Faim ?» Elle hocha la tête. La faim était là et bien réelle. Les œufs de la veille n'avaient pas suffi longtemps. À l'intérieur, Nathan se remit à la cuisine. Cette fois, il préparait un porridge d'avoine, y ajoutant des morceaux de pommes séchées. Tala s'assit sur le banc, observant ses mains. Elles étaient grandes, couvertes de callosités et de vieilles cicatrices, mais bougeaient avec une agilité surprenante, sans geste superflu, avec une sorte d'assurance tranquille. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle. Le silence commençait à peser, et elle décida qu'il valait mieux parler que de rester assise en silence avec cet étrange homme blanc. « 5 ans, répondit Nathan en remuant le porridge. J'ai acheté cette terre après avoir économisé de l'argent. Avant ça, je travaillais dans des ranchs, je menais le bétail. Parfois, je m'engageais comme garde pour des caravanes. Une histoire banale. Dis pourquoi as-tu décidé de t'installer ? Il haussa les épaules. J'étais fatigué d'errer. Je voulais un endroit où je pourrais rester. Pas riche, pas grand, mais à moi, ça... Tala réfléchit. Pour elle, la notion d'un endroit à soi était floue. Son peuple avait toujours été nomade, suivant les bisons, d'un point d'eau à l'autre, des campements d'hiver aux campements d'été. Et puis les Blancs étaient arrivés, les avaient parqués dans des réserves, et même ces lopins de terre n'étaient pas vraiment les leurs. « Et ta famille ?» demanda-t-elle. « Tu as une famille. » Nathan posa une assiette de porridge devant elle et s'assit en face. « J'en avais une. Mon père est mort quand j'avais 14 ans. Ma mère 2 ans plus tard. Je n'avais pas de frère. Alors je suis seul. » Il dit cela simplement, sans apitoiement. Tala vit qu'il s'était depuis longtemps résigné à cette vérité. « Je n'ai plus de famille non plus, » dit-elle doucement. « Ma mère est morte d'une maladie apportée par les marchands blancs. La fièvre. Mon père a été tué dans une escarmouche avec des soldats il y a 5 hivers. Mon frère est parti vers le nord,
rejoindre une autre tribu. Je ne sais pas s'il est en vie. » Nathan se taisait, mangeant son porridge, mais elle voyait qu'il écoutait. Pas par politesse, mais vraiment. « Quand on m'a banni, j'ai compris que j'étais complètement seule, » continua-t-elle. Les mots sortaient d'eux-mêmes, comme si un barrage avait cédé. J'ai fait confiance à ce marchand parce que les enfants mouraient et il avait des médicaments. Il a dit qu'il aiderait si je lui montrais le chemin de notre camp. Je pensais bien faire. Mais il a pris le talisman sacré du chef, un vieux médaillon transmis de génération en génération, et il a disparu. Le chef a décidé que j'étais sa complice. Il n'a pas voulu m'écouter. Personne n'a voulu. « Comment s'appelait ce marchand ?» demanda Nathan. Tala leva la tête. « Et pourquoi veux-tu le savoir ? Peut-être que j'ai entendu parler de lui. Peut-être que je peux aider à récupérer le médaillon. » Elle eut un sourire sans joie. « Tu veux aider une Indienne à récupérer un objet volé ? Tu es un homme étrange, Nathan Cross. »« Peut-être, acquiesça-t-il. Mais quand même, comment s'appelait-il » Tala hésita, puis dit « Elijah Rutter. » Grand, mince, avec de longs cheveux blonds. Il avait une cicatrice sur la main, une brûlure, disait-il. Et il portait un chapeau noir avec une boucle en argent. Nathan fronça les sourcils. Rutter, il me semble avoir entendu ce nom. Et Dustin Point, il y a un shérif, Thomas Holloway. Il connaît tous les escrocs et les filous du coin. Peut-être qu'il sait quelque chose sur Rutter. Je ne peux pas aller dans ta ville, dit vivement Tala. Ils me tueront ou me chasseront. Alors j'irai seul, répondit Nathan. Demain. Aujourd'hui, je dois finir mon travail ici. Et toi, tu peux rester, te reposer. Tala le regarda longuement. Tu veux vraiment m'aider? Pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Nathan but l'eau de sa tasse et se leva. Rien. C'est juste la chose à faire. Il sortit et Tala resta assise à table, fixant son assiette vide. Cet homme était étrange. Il n'exigeait rien en retour, ne posait pas de questions indiscrètes, n'essayait pas de la toucher. Il faisait simplement ce qu'il jugeait juste, et cela l'effrayait plus que s'il s'était comporté comme les autres blancs. Le reste de la journée, Nathan travailla. Il répara la clôture de l'enclos, nourrit les poules, vérifia les réserves de grains dans la grange. Tala était assise sur le porche, observant. Elle n'avait pas l'habitude de rester assise. Dans sa tribu, les femmes étaient toujours occupées. Accueillir des beilles, tanner des peaux, préparer la nourriture, élever les enfants. L'oisiveté lui semblait anormale. Elle se leva et s'approcha de Nathan qui s'affairait sur le loquet de la barrière de l'enclos. « Je peux aider ?» demanda-t-elle. Il se retourna, un sourcil levé de surprise. « Tu n'es pas obligé. » Je sais, mais je n'ai pas l'habitude de rester sans rien faire. Nathan hocha la tête. D'accord, tu peux nourrir les poules. Le grain est dans le sac près de la grange. Tala prit une poignée de grains et la jeta à terre. Les poules accoururent en caquetant et en se bousculant. Elle les observa et un léger sourire apparut sur son visage. C'était quelque chose de simple, de paisible. Elle avait oublié la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose d'aussi ordinaire. Quand les poules furent rassasiées, elle retourna vers Nathan. Il avait fini avec la barrière et vérifiait maintenant les fers de Bess. « C'est une bonne jument », dit Tala en s'approchant de l'animal. Bess renacla mais ne recula pas. Tala tendit prudemment la main et lui caressa le museau. « Oui, » acquiesça Nathan, fidèle. « Elle est avec moi depuis 6 ans. Elle ne m'a jamais laissé tomber. » Tala continua de caresser la jument, et Nathan remarqua comment son visage avait changé. La tension avait disparu, ses traits s'étaient adoucis. Elle était belle, il l'avait compris la veille, en la voyant attachée au poteau. Mais maintenant, à cette instance, alors qu'elle se tenait simplement près du cheval, sans peur ni rage dans les yeux, elle était tout autre, presque sereine. « Mon père avait un cheval, »
dit Tala doucement. Noir, avec une étoile blanche sur le front. Il s'appelait Vent. Il était rapide comme la tempête. Mon père l'aimait plus que tout au monde. Quand mon père est mort, les soldats ont pris Vent. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Nathan écoutait sans l'interrompre. Il comprenait qu'elle ne parlait pas pour obtenir une réponse. Elle se souvenait, tout simplement. « Je suis désolé », dit-il enfin. Tala hocha la tête, détournant le regard. Elle ne voulait pas qu'il voie sa faiblesse. La journée passa vite. Ils dînèrent. Nathan fit frire des pommes de terre avec des oignons et réchauffa des haricots en conserve. Le repas était simple, mais copieux. Tala mangeait en silence, levant de temps en temps les yeux sur Nathan. Lui aussi se taisait, mais ce silence ne semblait plus aussi lourd que la veille. À la tombée de la nuit, Nathan s'apprêta de nouveau à se rendre à la grange, mais Tala l'arrêta à la porte. « Nathan » appela-t-elle. Il se retourna. « Oui ?» Elle hésita, cherchant ses mots. « Merci » dit-elle. « Pour tout. Je sais que tu n'étais obligé de rien faire de tout ça. » Nathan secoua la tête. « Ne me remercie pas. Je ne fais que ce que je dois faire. » Il sortit, et Tala se retrouva de nouveau seule. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle s'allongea sur la couchette, s'enveloppa dans la couverture et ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des jours, elle s'endormit presque aussitôt, sans cauchemar ni frayeur. Et dans la grange, couché sur le foin, Nathan Cross regardait dans l'obscurité et pensait à la femme qu'il avait sauvée. Elle était fière, forte, blessée par la vie, et pour une raison qu'il ignorait, il souhaitait qu'elle reste. Pas pour toujours. Il comprenait que c'était impossible, mais au moins un peu plus longtemps, pour qu'elle puisse réapprendre à respirer librement. Nathan scellait Bess quand Tala sortit de la maison. L'aube commençait à peine, le ciel à l'est se teintait de rose pâle, et l'air était encore frais de la nuit. « Tu pars » demanda-t-elle en s'arrêtant sur le porche. À Dustin Point acquiesça Nathan en serrant la sangle. « Je veux parler au shérif, savoir ce qu'il sait sur Ratter. » Tala se serra dans ses bras. Elle avait dormi dans les mêmes vêtements que la veille. Sa robe de cuir était tout ce qui lui restait. Nathan l'avait remarqué le matin précédent, mais n'avait pas osé lui proposer quelque chose à lui. Ses chemises et pantalons rayantes étaient trop grands pour elle et déplacés. « Je serai de retour ce soir, dit-il. Il y a assez de nourriture. N'ouvre à personne. Il est rare que quelqu'un vienne ici, mais au cas où. Je sais me défendre, répondit-elle avec un léger défi dans la voix. Nathan eut un petit sourire. Je n'en doute pas, mais sois prudente quand même. Il se mit en selle, prit les rênes et fit avancer Bess. Tala se tenait sur le porche, le suivant du regard, et Nathan, en se retournant déjà à la sortie de la cour, vit sa silhouette se détacher sur le fond de la maison. Une petite silhouette solitaire dans la pénombre matinale. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Mais il pressa sa jument. Le trajet jusqu'à Dustin Point prit 2 heures. La ville l'accueillit avec son bruit habituel. Le grincement des charrettes, le martèlement des marteaux de la forge, les voix des marchands devant leurs échoppes. La rue principale était large, battue par les sabots et les roues, bordée de bâtiments en bois, saloons, auberges, magasins, bureaux du shérif, une église à l'écart. Une ville typique de la frontière, comme il y en avait des centaines dans tout l'Ouest. Nathan mit pied à terre devant le bureau du shérif, attacha Bess à un poteau et entra. Assis à son bureau se trouvait Thomas Holloway, un homme d'une 50aine d'années, avec des moustaches grisonnantes et le regard lourd de quelqu'un qui en a beaucoup vu. Il leva la tête de ses papiers et hocha la tête. « Cross, ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu en ville. » « J'étais occupé, » répondit Nathan en retirant son chapeau. « La ferme n'attend pas. »« Qu'est-ce qui t'amène » Nathan s'assit sur la chaise en face du shérif. « Je cherche un homme, un marchand du nom d'Elijah Ratter. Tu as entendu parler de lui. » Holloway fronça les sourcils, s'adossant à sa chaise. « Ratter ? Oui, j'en ai entendu parler. Un vaurien et un escroc.
Il faisait du commerce avec les Indiens, les trompait, vendait de l'or factice aux chercheurs d'or. Il y a 3 mois, il était ici puis il a disparu. On dit qu'il est parti vers le sud. Pourquoi le cherches-tu? Il a volé quelque chose de précieux. Je dois le récupérer. Le shérif Natana haussa un sourcil. Quelque chose de précieux. Tu ne veux pas être plus précis? Nathan secoua la tête. C'est une affaire personnelle. Holloway soupira, se frottant l'arête du nez. D'accord, je ne m'en mêlerai pas. Mais si Ratter est parti vers le sud, il est probablement à San Marcos. Il y a un marché là-bas où l'on vend de tout. Des objets volés, de la contrebande, des reliques indiennes. Il aimait ce genre d'endroit. San Marcos, répéta Nathan. C'est à 3 jours de route? À peu près. Mais sois prudent, Cross. Ratter ne travaille pas seul, il a des complices, des types peu recommandables. Nathan hocha la tête. Merci Thomas. Il se leva pour partir, mais le shérif l'arrêta. Attends, une dernière chose. J'ai entendu dire que ça bouge chez les Indiens. Plusieurs familles de la tribu Sioux ont quitté la réserve. L'armée les cherche. Si tu en croises, mieux vaut ne pas t'en mêler. Les soldats sont sur les nerfs en ce moment. Ils tirent sans poser de questions. Nathan se tendit. Tala était une Sioux. Si l'armée cherchait vraiment des fugitifs, cela pourrait devenir un problème. Je serai prudent, dit-il avant de quitter le bureau. Dehors, il s'attarda, réfléchissant. San Marcos. 3 jours de route pour y aller. 3 pour revenir. 1 semaine. Peut-être plus. Il ne pouvait pas laisser Tala seul aussi longtemps. Mais le médaillon ne se trouverait pas tout seul. Nathan se dirigea vers le magasin. À l'intérieur, une odeur de savon, de tabac et de cuir flottait dans l'air. Derrière le comptoir se tenait M. Palmer, le propriétaire, un homme petit et rondouillard, avec une barbe clairsemée. « Bonjour, Monsieur Cross !» le salua-t-il. « Que vous faut-il aujourd'hui ?» Nathan regarda autour de lui. Sur les étagères se trouvaient des tissus, des vêtements, des conserves, des outils. Son regard s'arrêta sur la section des femmes. Quelques robes simples y étaient suspendues. « Il me faut une robe, dit-il. » Palmer cligna des yeux, surpris. « Une robe? Pour qui? Pour... » « Une connaissance, » répondit Nathan, sentant ses oreilles rougir. « De taille moyenne, plutôt mince. » Palmer sourit malicieusement mais ne dit rien. Il décrocha une simple robe de coton brut, de couleur gris-bleu, avec de longues manches et un col haut. Celle-ci fera l'affaire. Pratique, solide. 3 $. Nathan paya, prit le paquet et sortit du magasin. Il savait que la moitié de la ville se demanderait maintenant pour qui il avait acheté cette robe. Mais il s'en fichait. Tala avait besoin de vêtements et il pouvait se permettre de l'aider. Avant de repartir, Nathan entra dans le saloon. Non pas pour boire, mais parce qu'on y entendait toujours les dernières rumeurs. L'endroit était à moitié vide. Le barman, Charlie, s'ennuyait derrière son comptoir en essuyant des verres. À une table dans un coin, 2 hommes étaient assis. Le chercheur d'or Jack Morgan et l'éleveur Hank Dillon. « Ah, Cross !» appela Morgan en lui faisant signe. « Assieds-toi, bois un coup avec nous. » Nathan s'approcha mais resta debout. « Merci, mais je dois y aller. Je suis juste passé. »« J'ai entendu dire que tu posais des questions sur Ratter, » dit Dillon en plissant les yeux. « Pourquoi le cherches-tu » ? Les nouvelles allaient vite dans une petite ville. Nathan haussa les épaules. « Une affaire. »« Ratter est un serpent, » grommela Morgan. « Il m'a arnaqué il y a 2 ans, m'a vendu une fausse carte pour un gisement. J'ai passé 3 mois à creuser dans de la terre vide. »« Pas seulement toi, » ajouta Dillon. « Il a trompé tout le monde. Indien, blanc, ça lui est égal. Si tu le trouves, passe-lui le bonjour de ma part avec un poing dans la figure. » Nathan hocha la tête. « J'essaierai. » Il quitta le saloon, monta sur Bess et reprit le chemin de la ferme. En route, il réfléchissait à ce qu'il avait entendu. Ratter était à San Marcos, mais y aller signifiait laisser Tala seul.
ou l'emmener avec lui. La deuxième option semblait insensée. Emmener une Indienne à travers des territoires où l'armée patrouillait à la recherche de fugitifs. Mais la première n'était pas meilleure. Il arriva à la ferme vers le soir. Tala était assise sur le porche, affûtant d'un couteau sur une pierre. Elle leva la tête quand il arriva, et quelque chose dans son regard changea, comme si elle l'attendait, même si elle ne voulait pas l'admettre. « Tu es de retour, » dit-elle en se levant. « Je l'avais promis, » répondit Nathan en descendant de cheval. Il défit le paquet contenant la robe et le lui tendit. « Je t'ai acheté ça. J'ai pensé que tu avais besoin d'autres vêtements. » Tala prit le paquet avec précaution, le déballa et fixa la robe. Son visage était inexpressif, mais ses doigts se resserrèrent sur le tissu. « Pourquoi » demanda-t-elle à voix basse. « Parce que tu n'as qu'une seule robe, et elle est déchirée. » Elle leva les yeux, et Nathan y vit quelque chose qui ressemblait à de la confusion. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas te le rendre. Je n'ai pas besoin que tu me le rendes, dit-il. Prends-la, c'est tout. » Tala resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. « Merci. » Elle entra dans la maison, et Nathan s'occupa de Bess. Il la descella, la brossa, lui donna de l'eau et du foin. Quand il eut fini et qu'il entra dans la maison, Tala se tenait près de la fenêtre, vêtue de la nouvelle robe. Elle lui allait bien, un peu ample, mais pas trop. La couleur gris-bleu mettait en valeur ses cheveux sombres et ses yeux bruns. « Ça te va bien, » dit Nathan. Tala se retourna et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Le premier vrai sourire qu'il voyait. « Je n'ai pas l'habitude de porter ça, mais c'est une belle robe. » Ils dînèrent, Nathan réchauffa le reste des haricots et fit cuire des galettes de maïs à la poêle. Tala était assise en face et pour la première fois depuis des jours, sa posture était détendue. Elle ne serrait pas les mains, ne contractait pas les épaules, ne se préparait pas à fuir. « Qu'a dit le shérif » demanda-t-elle quand ils eurent fini de manger. Nathan lui raconta sa conversation avec Holloway, parla de San Marcos, du fait que Ratter s'y trouvait probablement. Tala écoutait attentivement, sans l'interrompre. « 3 jours de route, » répéta-t-elle. « C'est loin. »« Oui, et je ne peux pas te laisser seul ici pendant 1 semaine. Mais t'emmener est dangereux. L'armée patrouille les routes, à la recherche de fugitifs de la réserve. » Tala pinça les lèvres. « De ma tribu ?» Holloway n'a pas précisé, mais c'est possible. Elle se leva, fit les 100 pas dans la pièce. Nathan la voyait réfléchir, peser les options. « Je viens avec toi, » dit-elle enfin. « Tala, c'est trop dangereux. Pour toi ou pour moi. » Se tourna-t-elle vers lui. « Ce médaillon était la seule chose qui puisse me rendre mon nom. Sans lui, je suis une paria pour toujours. Je suis prête à prendre le risque. » Nathan la regarda. Il comprenait qu'elle avait raison. Le médaillon signifiait plus pour elle que la sécurité. C'était une chance de retrouver sa place dans le monde, de prouver qu'elle n'était pas une traîtresse. « D'accord, » dit-il lentement, « mais tu feras tout ce que je te dirai. Si on voit des soldats, tu te caches. S'il y a un danger, tu te tais et tu ne te fais pas remarquer. Entendu ?» Tala hocha la tête. « Entendu. » Nathan soupira. Il savait que c'était de la folie. Emmener une Indienne à travers des terres où elle pouvait être capturée ou tuée. Mais il ne pouvait pas non plus lui refuser. Elle le regardait avec une telle obstination et un tel espoir qu'il ne put dire non. « On partira demain à l'aube, » dit-il. « Prépare-toi. » Cette nuit-là, Nathan eut du mal à trouver le sommeil. Allongé dans la grange, il écoutait le vent bruire dans l'herbe et pensait qu'il s'était embarqué dans une histoire qui pourrait mal finir, mais il était trop tard pour reculer. Il avait donné sa parole, et Nathan Cross tenait toujours parole. Et dans la maison, Tala était assise sur la couchette, les genoux serrés contre elle. La nouvelle robe
était soigneusement suspendue au dossier d'une chaise. Elle la regardait et pensait au cow-boy blanc qui l'avait sauvée, nourrie, vêtue, et qui s'apprêtait maintenant à risquer sa vie pour l'aider. Elle ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Il y avait trop de douleur dans son passé. Mais quelque chose changeait, lentement, presque imperceptiblement, mais ça changeait. Et cela l'effrayait plus que le voyage à venir. Les premières gouttes de pluie tombèrent alors qu'ils étaient en route depuis 2 jours. Nathan leva la tête vers le ciel. Des nuages gris s'amoncelaient à l'ouest, lourds et menaçants. Il connaissait ce type de nuage. Dans 1 heure, une averse commencerait, qui pourrait durer jusqu'au soir. La route se transformerait en bourbier, et il serait trempé jusqu'aux os s'il ne trouvait pas un abri. « Il faut chercher un endroit pour attendre que ça passe », dit-il en regardant autour de lui. Tala chevauchait à ses côtés sur un vieux hongre que Nathan avait emprunté à un voisin avant de partir. Elle avait mis un foulard sur sa tête, qu'il lui avait donné le matin même, pour cacher ses cheveux. En chemin, ils avaient de croiser 2 chariots et un cavalier. À chaque fois, Tala baissait la tête, s'efforçant de passer inaperçu. Jusqu'à présent, personne n'avait fait attention à eux. Là-bas, indiqua-t-elle en direction des rochers à droite du sentier. Je vois une fissure. Peut-être qu'il y a un abri. Ils quittèrent bientôt la route et s'approchèrent d'un des rochers. Tala avait raison. Entre 2 saillies rocheuses se trouvait une grotte peu profonde, assez grande pour les abriter, eux et leurs chevaux. Le sol était sec, couvert de sable et de vieilles feuilles. Nathan mit pied à terre et aida Tala à descendre. Elle ne se déroba pas cette fois, se contentant de prendre sa main et de sauter à terre avec la légèreté d'un oiseau. Ils menèrent les chevaux au fond de la grotte, où ils pouvaient se tenir sans être mouillés. La pluie commença brusquement, s'abattant en un mur de sée. L'eau tambourinait sur les pierres, le vent sifflait dans les fissures. Nathan sortit de sa sacoche de la viande séchée et des biscuits, les disposa sur une pierre plate. Tala s'assit à côté de lui, les jambes repliées, et accepta la nourriture qu'il lui tendait. « Combien de temps va-t-il pleuvoir » demanda-t-elle en mâchant un biscuit. « 2 ou 3 heures. »« Peut-être, » répondit Nathan. « Après ça devrait s'éclaircir. Si on part après-midi, on atteindra la petite rivière ce soir. Il y a une vieille cabane de chasseurs là-bas. On pourra y passer la nuit. » Tala hocha la tête. Ils mangèrent en silence, écoutant le bruit de la pluie. C'était une paix étrange, au milieu de la tempête, dans un abri de pierre, loin des gens et des dangers. Nathan la regarda furtivement. Le foulard avait glissé de sa tête, ses cheveux étaient en désordre. Une trace de poussière marquait sa joue. Mais elle semblait calme, presque sereine. « Tu n'as pas peur » demanda soudain Tala sans le regarder. « De quoi ?»« Qu'on te voie avec moi. Que les gens sachent que tu aides une Indienne. Ça pourrait t'attirer des ennuis. » Nathan haussa les épaules. « Peut-être. Mais je ne vis pas en me souciant de l'opinion des autres. Pourquoi ? Ce que les gens pensent de toi ne t'importe pas. »« Si, admit-il, mais pas au point d'aller contre ma conscience. J'ai vu des gens faire des choses horribles juste parce que tout le monde autour trouvait ça normal. Je ne veux pas être l'un d'eux. » Tala le regarda longuement, d'un air scrutateur. « Tu es un homme étrange, Nathan Cross. Je n'ai jamais rencontré de blanc qui pense comme toi. » Peut-être que tu n'as juste pas rencontré les bons. Elle eut un petit sourire, mais sans amertume. Peut-être. La pluie continuait de tomber, et Nathan sortit sa gourde d'eau. Il but une gorgée et la passa à Tala. Elle la prit, but et la lui rendit. Un geste simple, mais il y avait une sorte d'intimité que Nathan ressentit plus vivement qu'il ne l'aurait souhaité. « Parle-moi de ta tribu » demanda-t-il pour rompre le silence gênant. « Comment était-ce avant qu'on te bannisse ?» Tala réfléchit, puis commença à parler. Sa voix s'était adoucie, comme si elle était plongée dans ses souvenirs.
Nous étions nomades dans les plaines, suivant les troupeaux de bisons. Au printemps et en été, nous vivions dans des tipis. En hiver, nous nous retirions dans des vallées abritées où il y avait des forêts et une protection contre le vent. Ma mère m'a appris à tanner les peaux, à préparer le pemmican, à trouver les herbes médicinales. Mon père m'a appris à lire les pistes, à comprendre le langage des animaux, à être silencieuse et discrète. Il disait qu'une femme devait être aussi forte qu'un homme, parce que la vie n'épargne pas les faibles. Elle s'interrompit, passa une main dans ses cheveux. Il fut un temps où nous étions libres. Nous chassions, cueillions, faisions du commerce avec d'autres tribus. Puis les Blancs sont arrivés. Au début, ils étaient un peu nombreux, des marchands, des chasseurs. Nous partagions la terre avec eux, mais ils en voulaient qu'on n'ait plus. Ils tuaient les bisons, non pas pour se nourrir, mais pour le plaisir. Ils prenaient la terre sans demander. Il est ça qui nous ont forcés à aller de plus en plus loin, jusqu'à nous parquer dans une réserve. Là, on nous nourrissait de viande avariée et on nous donnait des couvertures, ce qui propageait des maladies. Beaucoup sont morts. Mon peuple est devenu l'ombre de ce qu'il était. Nathan écoutait, et un poids grandissait dans sa poitrine. Il connaissait cette histoire. Il savait ce que son peuple avait fait aux Indiens. Mais l'entendre de la bouche de Tala, voir la douleur dans ses yeux, était tout autre chose. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne peux pas changer le passé. Mais je veux que tu saches que tous les Blancs ne sont pas comme ça. » « Je commence à le comprendre, répondit-elle, et quelque chose de nouveau résonna dans sa voix. Pas encore de la confiance, mais quelque chose qui s'en approchait. La pluie se calma peu à peu. Nathan se leva, s'approcha de l'entrée de la grotte. Les gouttes tombaient encore, mais moins violemment. Le ciel s'éclaircissait à l'est. « Encore une demi-heure et on pourra repartir, dit-il. » Tala s'approcha de lui, se tenant à ses côtés. Ils restèrent épaule contre épaule, regardant la pluie, et Nathan sentait sa chaleur, sa proximité. Il ne bougea pas, de peur de briser ce moment. « Nathan, appela-t-elle à voix basse. « Oui? Si on trouve le médaillon, si je peux retourner dans ma tribu, resteras-tu avec moi? Au moins pour un petit moment. Je veux qu'il te voie, qu'il comprenne que tous les Blancs ne sont pas des ennemis. » Nathan se tourna vers elle. Son visage était sérieux, ses yeux pleins d'espoir. « Je resterai, promit-il, si tu le veux. » Elle hocha la tête, et quelque chose dans son regard changea. Comme si la barrière qu'elle maintenait entre eux s'était un peu abaissée. Quand la pluie cessa complètement, ils firent en sortir les chevaux de la grotte et reprirent leur chemin. La terre sous les sabots était humide. L'air sentait l'herbe mouillée et la pierre. Tala chevauchait en silence, mais Nathan remarquait qu'elle lui jetait des regards de temps en temps. Il faisait semblant de ne pas le voir, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Il commençait à s'habituer à sa présence, à sa façon de se tenir en selle, au son de sa voix, au rare sourire qu'elle s'autorisait. Le soir, ils atteignirent la petite rivière. La cabane de chasseurs se dressait sur la rive, délabrée, avec un toit percé, mais encore solide. À l'intérieur, c'était vide, à l'exception d'un vieux poêle et de quelques bûches dans un coin. Nathan alluma un feu, pendant que Tala attachait que les chevaux près du ruisseau. Ils dînèrent des restes de viande séchée et des galettes de maïs que Nathan avait fait cuire sur les braises. Le repas était simple, mais après une journée de route, il semblait un festin. « Demain midi, nous serons à San Marcos, » dit Nathan en regardant le feu. « C'est une grande ville, il y a beaucoup de monde. Il sera plus facile de se fondre dans la masse, mais tu devras quand même être prudente. »« Je le serai, » promit Tala. Le feu crépitait, projetant des ombres sur les murs de la cabane. Nathan s'adossa au mur, s'installant confortablement. Tala était assise en face, les genoux serrés. Son visage, à la lueur des flammes, paraissait plus doux, plus jeune. « Nathan, » appela-t-elle. « Quand tu m'as trouvé. »« Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là ?
Beaucoup seraient passés sans s'arrêter. Ou pire, Nathan resta longtemps silencieux. Il réfléchissait à sa réponse. La vérité était simple, mais il n'était pas sûr qu'elle la comprendrait. « Parce que j'ai vu tes yeux, dit-il enfin, tu me regardais comme un ennemi, mais dans ce regard, il y avait aussi de l'espoir, minuscule, presque imperceptible. Et je me suis dit que si je partais, cet espoir mourrait, et quelque chose en moi ne pouvait pas le permettre. » Tala se tut, puis elle se leva lentement, s'approcha de lui et s'assit à ses côtés, si près que leurs épaules se touchaient et presque. « Merci, » murmura-t-elle. Nathan tourna la tête, la regarda. Leurs visages étaient si proches, c'est qu'il pouvait voir chaque cils, chaque petite tache de rousseur sur sa peau. Son cœur se mit à battre plus vite. Sa respiration devint plus lourde. Il voulait toucher son visage, écarter une mèche de cheveux qui tombait sur sa joue. Mais il ne le fit pas. Trop tôt. Trop vite. « De rien, » répondit-il d'une voix rauque. Tala se détourna, mais ne s'éloigna pas. Ils restèrent assis côte à côte, regardant le feu, et le silence entre eux était empli de non-dits, de quelque chose qui effrayait et attirait à la fois. Quand le feu commença à faiblir, Nathan se leva. « Dors. Je resterai près de la porte, au cas où. » Tala hocha la tête. Elle s'allongea près du mur, s'enveloppant dans la couverture qu'il avait apportée. Nathan s'assit près de la porte, le dos appuyé contre le montant. Son colt était posé à côté de lui, au cas où quelque chose tournerait mal. Il écouta sa respiration, d'abord saccadée, puis régulière, calme. Elle s'était endormie. Et lui, il restait assis, regardant l'obscurité derrière la porte, et pensait à la femme qui le changeait. Lentement, imperceptiblement, mais elle le changeait. Il ne savait pas où cela mènerait, mais il ne pouvait déjà plus imaginer revenir à sa vie sans elle. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel danger sur la route. La nuit fut calme. Au loin, une chouette ululait. Le ruisseau murmurait près de la cabane. Le vent bruissait dans les buissons. Nathan ferma les yeux, mais ne dormit pas. Il montait la garde, pas seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre ce qui se passait en lui, contre ce sentiment qu'il ne voulait pas admettre, mais qui grandissait chaque jour passé à ses côtés. L'aube arriva lentement, peignant le ciel de couleur pâle. Nathan se leva, étira ses muscles endoloris. Tala dormait encore, recroquevillée sous la couverture. Il sortit, se lava le visage à l'eau froide du ruisseau et commença à seller les chevaux. Quand il revint, Tala était déjà réveillée. Elle était assise près du poêle refroidi, se peignant les cheveux avec ses doigts. « Bonjour, » dit-elle. Et il y avait quelque chose de chaleureux dans sa voix. « Bonjour, » répondit Nathan. « Prête à repartir ?» Elle se leva, lissant sa robe. « Prête ?» Ils prirent la route alors que le ciel était complètement éclairci. Devant eux se trouvait San Marcos, des réponses, des dangers, et peut-être une chance de rendre à Tala ce qu'on lui avait pris. Nathan pressait Bess, sentant Tala chevaucher à ses côtés. Il ne parlait n'en pas, mais les mots étaient inutiles. Il y avait entre eux une compréhension qui ne nécessitait aucune explication. Et Nathan Cross, le cow-boy qui avait toujours été seul, sentit pour la première fois depuis des années qu'il n'était pas seul. Qu'à ses côtés, il y avait quelqu'un qui le comprenait, qui ne le voyait pas simplement comme un homme blanc, mais comme Nathan. Et c'était à la fois effrayant et merveilleux. San Marcos les accueillit avec son bruit et son agitation. La ville était 3 fois plus grande que Dustin Point. Les rues grouillaient de monde, de chariots, de cavaliers. Les échoppes et les saloons s'alignaient en rangs serrés. Le son des marteaux s'élevait des forges, au coin des rues, les marchands et les clients. Ici se mêlèrent les langues et les destins, colons blancs, mexicains, chercheurs d'or, vagabonds, aventuriers.
tous ceux qui cherchaient ces fortunes ou fuyaient leur passé. Nathan menait Bess lentement, se frayant un chemin à travers la foule. Tala chevauchait à ses côtés, le foulard couvrant étroitement ses cheveux, la tête baissée. Il voyait la tension dans ses épaules, la façon dont elle serrait les rênes. Il y avait trop de gens ici, trop de regards. « Reste près de moi, » dit-il à voix basse. « Ne me lâche pas. » Elle hocha la tête sans la relever. Ils s'arrêtèrent devant une petite auberge à la périphérie de la ville. Le bâtiment était vieux, la peinture l'écaillait, mais il semblait plus propre que la plupart des endroits de ce quartier de San Marcos. Nathan mit pied à terre, attacha les chevaux à la balustrade et aida Tala à descendre. « Attends ici, » dit-il, « je vais prendre une chambre. » À l'intérieur, une odeur de tabac et de vieux bois flottait dans l'air. Derrière le comptoir se tenait un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe grise et des yeux fatigués. « Il me faut une chambre, » dit Nathan. « Pour une nuit, peut-être 2. » L'homme le toisa d'un regard évaluateur. $2 la nuit, d'avance. Nathan sortit l'argent, le posa sur le comptoir. L'aubergiste prit les billets, se pencha sous le comptoir et en sortit une clé. Numéro 5, deuxième étage, au fond du couloir. L'eau est dans la cuvette, les serviettes sur la commode. Si vous voulez un bain, c'est 50 cents de plus. Merci. Nathan prit la clé et sortit. Tala se tenait près des chevaux, regardant autour d'elle. Un groupe d'hommes passa, grossiers, ivres, riant bruyamment. L'un d'eux se retourna, regarda Tala avec intérêt. Nathan fit un pas en avant, s'interposant, et l'homme détourna le regard et continua son chemin. « Viens » dit doucement Nathan en la prenant par le coude. Ils montèrent l'escalier grinçant jusqu'au 2e étage. La chambre était petite, un lit, une table, une chaise, une fenêtre donnant sur la rue. Simple mais propre. Nathan ferma la porte, retira son chapeau et l'accrocha à un clou. « Reste ici, dit-il. Je vais chercher le marché où l'on vend les objets volés. Si Ratter est ici, quelqu'un doit savoir où il est. » Tala enleva son foulard, secoua la tête pour libérer ses cheveux. « Je viens avec toi. »« Non, c'est trop dangereux. Si quelqu'un découvre que tu es une Indienne, personne ne le saura. » L'interrompit-elle. « Je sais être discrète. Et tu l'as dit toi-même, il est plus facile de se perdre dans la foule. » Nathan serra la mâchoire. Il savait qu'il était inutile de discuter. Quand Tala avait pris une décision, il était impossible de la faire se changer d'avis. « D'accord, mais reste près de moi et tais-toi. C'est moi qui parlerai. » Elle hocha la tête. Le marché se tenait à l'est de la ville, dans un labyrinthe de ruelles étroites entre les entrepôts. On y vendait de tout, des chevaux volés aux artefacts indiens. Nathan vit des étals couverts de bijoux, d'armes, de peaux, de vieilles pièces de monnaie. Les vendeurs élaiguaient les clients, marchandaient, criaient. Ils marchaient lentement, étudiant les visages. Tala restait près de Nathan, presque collé à lui. Il sentait sa tension. Il y avait trop de gens ici qui pourraient me poser des questions embarrassantes. Nathan s'arrêta devant un étal. Des objets indiens y étaient exposés. Colliers, bracelets, couteaux aux manches sculptées. Le vendeur était petit, avec un visage gras et des yeux rusés. « Regardez, choisissez » chanta-t-il, « de vrais objets indiens, tout droit sortis des réserves. » Nathan prit un bracelet, le fit tourner dans ses mains. « Je cherche un homme, Elijah Ratter, j'ai entendu dire qu'il vendait ici. » Le vendeur fronça les sourcils. « Ratter ? Oui, je le connais. Mais il ne vient pas tous les jours. Il vient quand il a de la marchandise. » « Quand est-il venu pour la dernière fois ?» Le vendeur haussa les épaules. « Il y a 5 jours. Il vendait un médaillon ancien indien. Il disait que c'était un objet sacré, qu'il valait cher. » Nathan sentit Tala se raidir à côté de lui. Il lui toucha la main pour l'avertir de se taire. « Qui l'a acheté ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Ratter a emmené l'acheteur à l'écart. Ils se sont arrangés là-bas. Mais j'ai entendu dire que c'était un collectionneur.
un type riche qui collectionne les reliques indiennes. Où puis-je trouver Rateur? Le vendeur plissa les yeux. Et pourquoi le cherchez-vous? Nathan sortit 5 $, les posa sur l'étal. Affaire personnelle. Le vendeur empocha rapidement l'argent. Il loue une chambre au saloon La Pépite d'Or. Il y vient le soir. Mais soyez prudent, il a des amis, des types peu fréquentables. Merci, ils quittèrent dans le marché. Tala se taisait, mais Nathan voyait ses yeux briller. Le médaillon est ici, murmura-t-elle quand ils furent assez loin de la foule. On est proche. Oui, acquiesça Nathan. Mais il faut agir avec prudence. Si Rateur l'a vendu à un collectionneur, il faudra retrouver cet homme. Ils retournèrent à l'auberge. Tala s'assit sur le lit, les genoux serrés contre elle. Nathan se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Le soir tombait sur la ville, les lumières s'allumaient dans les saloons. On entendait de la musique, des rires, des cris d'ivrogne. « Tu vas au saloon ce soir » demanda Tala. « Oui, je veux parler à Rateur, savoir qui a acheté le médaillon. Je viens avec toi. » Nathan se retourna. « Tala, un saloon n'est pas un endroit pour toi. Il y aura des hommes ivres, des bagarres, des coups de feu. C'est trop dangereux. Et alors, je vais rester assise ici à attendre. C'est mon médaillon, Nathan, ma vie. Je dois être là. » Il vit l'obstination dans ses yeux. Elle ne céderait pas. « D'accord, dit-il enfin, mais tu resteras dans l'ombre. Tu n'attireras pas l'attention. » Promis. À la nuit tombée, ils quittèrent l'auberge et se dirigèrent vers le saloon, La Pépite d'Or. Le bâtiment était grand, à 2 étages, avec des lumières vives aux fenêtres. La musique battait son plein, on entendait des voix, le claquement des talons des danseuses. Nathan poussa les portes battantes, et ils entrèrent. L'air était épais de fumée de tabac, sentait le whisky et la sueur. Aux tables, des hommes jouaient aux cartes, buvaient, se disputaient. Dans un coin, sur une petite scène, un pianiste jouait, et à côté, des femmes en robes colorées dansaient. Tala se tenait près de Nathan, le foulard couvrant de nouveau ses cheveux, la tête baissée. Il la conduisit à une table éloignée, où il faisait plus sombre et où il y avait moins de monde. « Reste assise ici, dit-il. Ne bouge pas, ne parle à personne. » Elle hocha la tête. Nathan s'approcha du bar. Le barman, un homme costaud avec une cicatrice sur la joue, essuyait des verres. « Un whisky » dit Nathan. Le barman servit, posa le verre devant lui. Nathan but une gorgée, puis demanda « Je cherche Elijah Rateur, on dit qu'il vient ici. » Le barman le toisa d'un regard méfiant. « Et qui le cherche? Quelqu'un à qui il doit de l'argent. » Le barman eut un sourire narquois. « Il y en a beaucoup. Rateur est à l'étage, chambre 8. Mais je ne vous conseillerais pas d'y aller. Il n'aime pas les visites surprises. » Nathan finit son whisky, posa l'argent sur le comptoir. « Merci du conseil. » Il retourna vers Tala. Elle était assise immobile, mais il voyait tes yeux suivre chaque mouvement autour d'elle. « Il est ici, à l'étage. Attends-moi. »« Nathan. Attends, » répéta-t-il fermement. « Je reviens. » Il monta l'escalier jusqu'au 2e étage. Le couloir était étroit, éclairé par des lampes faibles. La chambre 8 était au fond. Nathan s'arrêta devant la porte, tendit l'oreille. À l'intérieur, on entendait des voix, 2, peut-être 3 hommes. Il frappa. « Qui est-ce là ?» Retentit une voix sèche. « Je veux parler à Rateur, pour une affaire. » La porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme grand, avec de longs cheveux de blond et une cicatrice sur la main. Elijah Rateur en personne. Derrière lui, Nathan aperçut 2 autres hommes, tous 2 armés. « Quelle affaire ?» demanda Rateur en plissant les yeux. « Au sujet d'un médaillon indien que tu as vendu il y a 5 jours. » Le visage de Rateur devint méfiant. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Si, tu vois. Tu l'as volé à la tribu Sioux. Tu as trompé une femme qui t'a fait confiance. Je veux... »
Récupérez le médaillon. Rater éclata d'un rire bref et mauvais. Le récupérer? Tu es sérieux? Ce médaillon m'a coûté des mois de travail. Je n'ai pas l'intention de le rendre. Tu l'as déjà vendu, dit Nathan. Dis-moi qui l'a acheté, et on se séparera en bons termes. Rater fit un pas en avant. Sa main se posa sur la crosse de son colt. Et si je ne te le dis pas? Nathan ne bougea pas. Sa main était également proche de son arme. Alors il y aura des problèmes. Un des complices de Rater sortit de la chambre, se plaçant à côté de son patron. Le second resta à l'intérieur, mais Nathan l'entendit armer un fusil. « Va-t'en, cow-boy, dit Rater, pendant que tu es encore entier. » Nathan savait qu'un combat maintenant serait un suicide, 3 contre 1 dans un espace clos. Mais il ne voulait pas non plus battre en retraite si facilement. « Je m'en vais, dit-il lentement. Mais ce n'est pas fini, Rater. Je trouverai ce collectionneur, et je récupérerai le médaillon. » Rater eut un sourire narquois. « Bonne chance, ce n'est pas le genre à se séparer de ses affaires aussi facilement. » Nathan se retourna et descendit. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient de tension. Il rejoignit la table où Tala était assise. Elle se leva en voyant son visage. « C'est qui? Que s'est-il passé? » Rater ne veut pas parler. Il faudra trouver un autre moyen. Ils sortirent du saloon. La rue était bruyante, mais Nathan n'y prêtait pas attention. Il réfléchissait à la manière de trouver le collectionneur. Dans une ville comme celle-ci, les hommes riches collectionnant des artefacts indiens ne devaient pas être nombreux. Nathan appela Tala. Quand ils furent assez loin du saloon, sa voix tremblait. « Tu as risqué ta vie pour moi. Tu aurais pu mourir. » Il s'arrêta, la regarda. « J'ai promis de t'aider. Je tiens toujours parole. » Elle s'approcha. Sa main se posa sur sa poitrine, et Nathan sentit la chaleur de sa paume à travers sa chemise. « Et pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-elle. « Pourquoi es-tu prêt à tout pour une Indienne que tu ne connais que depuis quelques jours ?» Nathan la regarda dans les yeux. Sombre, profond, plein de questions. Il aurait pu mentir, dire quelque chose de simple, de sûr. Mais il ne le voulait pas. « Parce que tu es importante pour moi, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu es importante. » Tala se figea. Sa respiration s'accéléra. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Nathan vit les émotions se battre dans ses yeux, la surprise, la peur, quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Je ne peux pas, » commença-t-elle. « Si tu peux, » l'interrompit-il. « Tu peux ressentir, tu peux faire confiance. Pas à tout le monde, mais à moi, oui. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha lentement la tête. « Tu es important pour moi aussi, » murmura-t-elle. « Et ça me fait peur. » Nathan toucha sa joue, doucement, comme s'il craignait de l'effrayer. Elle ne recula pas. Au contraire, elle se blottit contre sa main, fermant les yeux. Ils se tenaient au milieu d'une rue bruyante, entourés d'inconnus. Mais à cet instant, ils n'étaient que tous les deux, le cow-boy et l'indienne. 2 êtres solitaires qui s'étaient trouvés dans un monde où il n'y avait pas de place pour eux ensemble. « Allons-y, » dit enfin Nathan. « Il faut rentrer. » Ils se dirigèrent envers l'auberge, et Tala ne lâcha pas sa main. Ses doigts s'entremêlèrent aux siens, et c'était si naturel, comme si cela avait toujours dû être ainsi. Dans la chambre, ils s'assirent sur le lit, côte à côte. Ils se taisaient, simplement heureux d'être ensemble. Nathan sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. Il voulait la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais il savait qu'il était trop tôt. Elle avait encore peur. Peur de faire entièrement confiance. « Demain, on trouvera le collectionneur, » dit-il, « et on récupérera le médaillon. »« Oui, » acquiesça Tala, « demain. »
Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement une question de médaillon. C'était une question d'eux, de ce qui était né entre eux, d'un sentiment qui grandissait chaque jour et qu'il était désormais impossible d'arrêter. La nuit tomba sur San Marcos. Nathan s'allongea par terre, laissant le lit à Tala. Elle ne discuta pas, se coucha simplement, s'enveloppant dans la couverture. Mais il l'entendit se tourner et se retourner, incapable de trouver le sommeil. « Nathan » appela-t-elle dans l'obscurité. « Oui, merci, pour tout. » De rien, Tala, et dans l'obscurité de la chambre, au son lointain de la ville, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé pour toujours. Les barrières tombaient, les cœurs s'ouvraient, et devant eux se trouvait quelque chose de nouveau, d'effrayant et de merveilleux à la fois. Le matin commença par une surprise. Nathan fut réveillé par des coups à la porte. Il bondit, saisit son colt et s'approcha de la porte, protégeant de son corps Tala qui dormait encore. Elle se réveilla aussi, s'assit sur le lit, sur ses gardes. « Qui est là ?» demanda Nathan. « Le propriétaire de l'auberge. Vous avez une visite en bas. » Nathan fronça les sourcils. « Qui pouvait bien les chercher ici ?» Il échangea un regard avec Tala, vit l'inquiétude dans ses yeux. « Je descends, » répondit-il. Tala s'habilla rapidement, jeta son foulard sur ses cheveux. Nathan vérifia son arme et ouvrit la porte. Ils descendirent en l'escalier jusqu'à la salle commune. Près du comptoir se tenait un homme âgé en costume coûteux, une canne à la main. Ses cheveux gris étaient peignés en arrière, sa moustache soigneusement taillée. Il avait l'air d'un homme riche et influent. « Monsieur Cross » s'adressa-t-il quand Nathan s'approcha. « Oui. Et vous ?»« Je m'appelle Cyrus Blackwell. Je suis collectionneur. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à un médaillon indien récemment apparu sur le marché. » Nathan se tendit. Comment cet homme était-il au courant? Blackwell remarqua sa méfiance et leva une main dans un geste apaisant. « Ne vous inquiétez pas. Ratem m'a parlé de votre visite. Ce n'est pas l'homme le plus fiable, mais il est parfois utile. J'ai acheté le médaillon il y a 3 jours, et je suis prêt à vous le rendre. » Nathan n'en croyait pas ses oreilles. « Comme ça ?» Blackwell secoua la tête. « Pas tout à fait. Voyez-vous, je ne collectionne pas les artefacts indiens pour le profit. Je les étudie, je les conserve pour qu'ils ne se perdent pas. Quand Ratter m'a raconté l'histoire de ce médaillon, j'ai compris qu'il avait été volé. Et les objets volés n'ont pas leur place dans ma collection. » Tala fit un pas en avant, laissant tomber son foulard. Ses cheveux sombres tombèrent sur ses épaules. Son visage était plein d'espoir. « Vous allez vraiment le rendre ?» demanda-t-elle. Blackwell la regarda attentivement, sans le mépris ou la condescendance que Tala voyait dans les yeux de la plupart des Blancs. « Vous êtes de la tribu Sioux ?»« Oui, c'est le médaillon de mon chef. Il a été transmis de son grand-père à son arrière-grand-père. Ratter l'a volé en me trompant. J'ai été banni de ma tribu pour cela. Sans ce médaillon, je ne pourrais pas revenir. » Blackwell hocha lentement la tête. « Alors il doit vous revenir. Venez chez moi dans 1 heure. J'habite à la périphérie nord de la ville, une grande maison avec des colonnes blanches. Le médaillon vous y attendra. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie. Nathan l'interpella. « Pourquoi faites-vous cela ?» Blackwell se retourna. « Parce qu'il y a longtemps, un Indien m'a sauvé la vie. Je m'étais perdu dans le désert. Je mourais de soif. Il m'a trouvé, m'a donné à boire, à manger et m'a ramené vers les hommes. Il n'a rien demandé en retour. Depuis, je considère qu'il était de mon devoir d'aider son peuple quand je le peux. C'est le moins que je puisse faire. » Il sortit, laissant Nathan et Tala stupéfaits. « C'est vrai ?» murmura Tala. « Il va nous rendre le médaillon comme ça. »« On dirait, » répondit Nathan, encore incrédule. « Mais restons prudents, on ne sait jamais. » 1 heure plus tard,
Il se tenait devant la maison de Cyrus Blackwell. Le bâtiment était en effet imposant. 2 étages, des colonnes blanches, un jardin bien entretenu. Un domestique les conduisit dans un bureau où Blackwell était assis derrière un bureau massif. « Entrez », les invita-t-il. Ils entrèrent. Sur le bureau se trouvait un petit étui en cuir. Blackwell l'ouvrit et Tala eut un hoquet de surprise. À l'intérieur, sur du velours, reposait le médaillon rond en argent terni, gravé de symboles et orné d'une turquoise au centre. Ancien, magnifique, chargé d'histoire. « C'est lui », murmura Tala en tendant la main. Ses doigts tremblaient. Blackwell lui tendit l'étui. Tala prit le médaillon, le serra contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne les retint pas. « Merci », dit-elle entre 2 sanglots. « Merci. » Blackwell hocha la tête. « Rendez-le à votre chef. Qu'il sache que tous les Blancs ne sont pas des voleurs et des menteurs. » Nathan tendit la main et Blackwell la serra. « Vous êtes un homme bon, » dit Nathan. « Je suis simplement un homme qui essaie de réparer les erreurs de son peuple. C'est le moins que je puisse faire. » Ils sortirent de la maison. Tala tenait toujours le médaillon sans le lâcher. Nathan vit comment son visage avait changé, comme si un lourd fardeau lui avait été enlevé. Elle était libre. Elle pouvait rentrer chez elle. Ils marchaient en silence dans la rue. Nathan sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle allait retourner dans sa tribu. C'était juste, c'était ce qu'elle voulait. Mais cela signifiait qu'ils allaient se séparer. Et cette pensée lui causait une douleur à laquelle il ne s'attendait pas. Nathan, Nathan appela Tala en s'arrêtant. Ils étaient déjà à la périphérie de la ville, près de l'auberge. Oui. Elle se tourna vers lui, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. « Viens avec moi. Dans ma tribu. Je veux qu'il te voie, qu'il sache Tina qui m'a aidé. » Nathan hocha la tête. « Je l'ai promis. » Le voyage jusqu'à la tribu Sioux prit 2 jours. Ils traversèrent Anglais Plaine, passèrent des lits de rivières asséchées, franchirent des collines couvertes d'herbe. Tala avait changé. Elle souriait plus. Parlait de son enfance, des traditions de sa tribu, de combien sa maison lui manquait. Nathan écoutait, heureux pour elle. Mais un vide grandissait en lui. Bientôt, ils se sépareraient. Elle retournerait auprès des siens, et lui, il retournerait à sa ferme, seul, comme il l'avait toujours été. Le 3e jour, ils aperçurent de la fumée des feux de camp. Le campement était situé dans une petite vallée, protégée par des collines. Les tipis étant disposés en cercle, des enfants couraient entre eux, des femmes préparaient le repas, des hommes réparaient des armes et des harnais. Quand ils approchèrent, les gens commencèrent à se rassembler. Quelqu'un reconnut Tala, cria. Le chef sortit de son tipi, un homme grand aux cheveux gris tressés, le visage sillonné de rides. Tala mit pied à terre, s'approcha de lui. Elle s'agenouilla, lui tendit le médaillon. « J'ai rapporté ce qui a été volé, » dit-elle en langue sioux. Nathan ne comprenait pas les mots, mais il en sentait le poids. Le chef prit le médaillon, le contempla longuement. Puis il regarda Tala. Son visage resta impassible, mais quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, du soulagement. « Tu l'as rapporté, » dit-il enfin en anglais, en regardant Nathan. « Mais qui est cet homme blanc ?» Tala se releva, se tourna vers Nathan. « C'est Nathan Cross, il m'a sauvé la vie. Il m'a aidé à retrouver le médaillon. Sans lui, je serais morte dans les prairies. » Le chef s'approcha de Nathan. Ils se firent face, le vieil Indien et le jeune cow-boy. S'étudiant, s'évaluant. « Tu as risqué ta vie pour elle ?» demanda le chef. « Oui, » répondit simplement Nathan. « Pourquoi ? Parce que c'était la chose à faire. » Le chef resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. « Tu peux rester dans notre camp. Tu es un ami de notre tribu. » Tala sourit, un sourire large, joyeux. Nathan hocha la tête en signe de gratitude. Le soir,
un festin fut organisé. Les feux brûlaient vivement. Les gens chantaient, dansaient, mangeaient. Tala était assise près du chef, réintégrée comme si elle n'était jamais partie. Nathan était assis un peu à l'écart, observant. Il était un étranger ici, mais on l'avait accepté. Les enfants le regardaient avec curiosité. Les femmes lui apportaient de la nourriture. Les hommes lui adressaient des hochements de tête respectueux. Quand la nuit fut complètement tombée, Tala s'approcha de lui. Elle s'assit à ses côtés, regardant le feu. « Merci, dit-elle doucement. « Pour tout. »« De rien, répondit Nathan. Il la regardait, son profil à la lueur des flammes. Belle, forte, libre. Elle était chez elle. Et lui, il devait partir. « Quand pars-tu » demanda-t-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. « Demain matin, la ferme n'attend pas. » Tala se tourna vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Ne pars pas, murmura-t-elle. Nathan se figea. « Quoi ? Ne pars pas. Reste ici, avec nous, avec moi. » Il secoua la tête. « Tala, je ne peux pas. C'est ton monde, ton peuple. Je suis un homme blanc. Ma place n'est pas ici. »« Ta place est avec moi, » dit-elle, et sa voix tremblait. « Je l'ai compris au moment où tu m'as détaché. Quand tu m'as nourri. Quand tu m'as su donner des vêtements. Quand tu as risqué ta vie pour moi. Tu m'appartiens, Nathan Cross, et je t'appartiens. » Nathan la regarda, et quelque chose se brisa dans sa poitrine. Toutes les barrières, toutes les peurs, tous les doutes, tout s'effondra. Il tendit la main, toucha son visage. « Je ne sais pas comment ça pourrait marcher, » dit-il d'une voix rauque. « Nous venons de mondes différents. »« Alors nous créerons le nôtre » répondit-elle en se pressant contre sa paume. « Un monde où peu importe qui est blanc et qui est indien, où seul compte ce que nous ressentons. » Nathan l'attira à lui, la serra dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, et il sentit sa chaleur, sa respiration, les battements de son cœur. Pour la première fois de sa vie, il se sentit complet, pas seul, pas perdu. Il était chez lui, et ce chez lui était dans ses bras. « Je resterai, » murmura-t-il, « si tu le veux. »« Je le veux, » répondit-elle. « Je veux que tu restes. » Ils restèrent assis près du feu, enlacés, regardant les étoiles. Autour d'eux, la tribu continuait de célébrer. Mais ils étaient dans leur propre monde. Un monde qu'ils avaient décréé eux-mêmes. Le matin, Nathan se réveilla dans un tipi d'invités. Tala dormait à ses côtés, enroulée sous une couverture en peau de bison. Il la regarda, et son cœur déborda de tendresse. Elle lui avait fait confiance. C'était entièrement ouverte. Et il ne la décevrait pas. Le chef le convoqua plus tard, quand le camp se réveilla. Ils parlèrent dans longtemps, de la vie de la tribu, des Blancs, de l'avenir. Le chef était un homme sage. Il comprenait que le monde changeait. Qu'il fallait apprendre à vivre aux côtés des Blancs, et pas seulement à les combattre. « Tu peux se rester » dit enfin le chef. « Mais sache que la vie ici n'est pas facile. Nous sommes nomades, nous chassons, nous survivons. Ce n'est pas ta ferme avec un toit et un lit chaud. »« Je sais, » répondit Nathan, « mais je ne resterai pas pour toujours. Je dois retourner à la ferme, régler mes affaires. Et après, Tala et moi déciderons de la suite. » Le chef hocha la tête. Sage décision. Nathan retrouva Tala près du ruisseau. Elle lavait des vêtements en chantonnant doucement. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. « J'ai parlé au chef, dit-il. Je dois retourner à la ferme, régler mes dettes, vendre si nécessaire. Mais après, je reviendrai. Pour toi. » Tala le regarda. « Et si je venais avec toi ?» Nathan cligna des yeux. « Tu veux retourner à la ferme, y vivre ? Je veux être avec toi, » dit-elle simplement. « Où que tu sois, ici ou là-bas, peu importe. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Nathan la serra dans ses bras.
Tu es sûr? Tu viens de retrouver ton peuple. Je sais. Mais mon peuple n'est plus seulement ici. Mon peuple, c'est toi. Nous allons fonder notre propre famille, Nathan, entre deux mondes. Et peut-être montrerons-nous aux autres que c'est possible. Ils restèrent au campement une semaine de plus. Nathan aida les hommes à réparer les armes, apprit à tirer à l'arc, écouta les histoires des anciens. Tala lui apprit des mots en langue sioux, lui parla des traditions, des esprits auxquels croyait son peuple. Durant cette semaine, Nathan comprit qu'ils pouvaient vraiment être ensemble. Non pas parce qu'ils appartenaient au même monde, mais parce qu'ils avaient créé le leur. Un monde où il n'y avait pas de division entre blancs et indiens, mais seulement deux personnes qui s'aimaient. Quand le moment de partir arriva, le chef les bénit. « Allez, dit-il, créez votre vie. Mais souvenez-vous que vous pouvez toujours revenir. Ici, c'est votre maison. » Tala le serra dans ses bras, puis les autres membres de la tribu. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie, non de tristesse. Ils quittèrent le camp à l'aube. Nathan et Tala côte à côte, se dirigeant vers la ferme qui deviendrait leur nouvelle maison. Le chemin était long, mais ils n'étaient pas pressés. Ils parlaient, riaient, se taisaient, profitant simplement de la présence de l'autre. Quand ils arrivèrent à la ferme de Nathan, il faisait déjà nuit. Il aida Tala à descendre de cheval, et ils se tinrent devant le porche, regardant la maison. « C'est notre maison maintenant, » dit Nathan. « La nôtre ?» répéta Tala, et sa voix était pleine d'assurance. Ils entrèrent. Tout était comme Inbil l'avait laissé, les meubles simples, la propreté, le silence. Mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus seulement la maison d'un cow-boy solitaire. C'était une maison où vivait l'amour. Tala alluma une lampe, regarda autour d'elle. Puis elle s'approcha de Nathan, le serra dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle, pour m'avoir sauvé, pour avoir cru en moi, pour m'aimer. » Nathan l'embrassa, tendrement, prudemment, comme s'il craignait de briser ce moment. Elle répondit à son baiser, se pressant contre lui, et dans ce baiser se trouvait toute leur histoire. La douleur, l'espoir, la peur, la confiance, l'amour. Quand ils se séparèrent, Tala posa sa tête sur sa poitrine. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit Nathan, « mais nous traverserons ça ensemble, quoi qu'il arrive. »« Ensemble ?» acquiesça-t-elle. Ils restèrent dans le silence de la maison, enlacés, et dehors, un nouveau jour commençait. Un jour qui leur apporterait des difficultés, car le monde n'était pas prêt à accepter leur union. Il y aurait des regards, des chuchotements, des jugements. Mais ils étaient prêts, parce que l'amour qu'ils avaient trouvé était plus fort que les préjugés. Nathan Cross, le cow-boy qui avait toujours été seul, n'était plus seul. Tala, la louve de la tribu Sioux, bannie et trahie, avait retrouvé un foyer. Et ce foyer n'était pas un lieu, mais le cœur de l'homme qui l'avait sauvée, qui avait cru en elle, qui l'avait aimée. Et quelque part au loin, dans le campement Sioux, le chef regardait les étoiles et souriait. Parce qu'il savait que parfois, l'amour peut changer le monde, peut briser les barrières entre les peuples. Böckerhaus te montrait entrer que sous des peaux de couleurs différentes abattent des cœurs identiques. Et l'histoire de Nathan et Tala n'était qu'un début. Le début de quelque chose de plus grand qu'eux. Le début de l'espoir que le monde pouvait être différent. Que l'amour est plus fort que la haine. Que les gens peuvent apprendre à vivre ensemble, malgré leurs différences. Mais c'est une autre histoire. Celle-ci s'achevait ici, dans une petite maison au bord des prairies, où un cow-boy et une indienne s'étaient trouvés et avaient créé leur propre monde. Un monde où l'amour triomphait de tout,